Et Socrate, évidemment, c'est un peu un paradoxe, puisque Socrate n'a fondé aucune école de philosophie, même si l'on considère que c'est le père des écoles qui vont suivre. Mais Socrate, c'est évidemment un personnage fondamental dans l'histoire de la philosophie, puisque l'expression consacrée pour définir la philosophie de la Grèce se définit entre les pré-socratiques, c'est-à-dire les philosophes avant Socrate, et les socratiques, c'est-à-dire les philosophes après Socrate. Voilà. Autant dire que Socrate, c'est vraiment une charnière, un pivot dans l'histoire de la philosophie. Nous allons commencer par nous poser la question de ce qui fait l'originalité de Socrate. La Grèce ne manque pas de sages et de philosophes. Et nous l'avons donc largement traité l'année dernière avec les présocratiques, les philosophes présocratiques, avec des grandes figures comme Thalès de Milet, comme Pythagore, comme Héraclite. Il y a déjà des philosophes, il y a déjà des sages. On ne peut pas dire que c'est le premier. Alors qu'est-ce qu'il a de différent ? Cicéron, qui est un philosophe romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, va tenter une réponse que je vais vous lire. Il dit jusqu'à Socrate, disciple d'Archélaos, qu'il avait été d'Anaxagore, on reparlera des maîtres de Socrate tout à l'heure, la philosophie enseignait la science des nombres, les principes du mouvement, les sources de la génération et de la corruption. Elle recherchait avec soin la grandeur des distances, le cours des astres, enfin, les choses célestes. Il veut parler de tous ces philosophes qui s'intéressaient à la nature, à la compréhension de la nature, qu'on appelait les physiciens. Et il ajoute, Socrate, le premier, fit descendre la philosophie du ciel. Il l'introduisit non seulement dans les villes, mais jusque dans les maisons, et la força à régler la vie, les mœurs, les biens et les maux. Donc, selon Cicéron, qui suit d'ailleurs la vie un peu d'Aristote, Socrate aurait été celui qui apporte la philosophie à l'homme. Et cette philosophie qui s'intéresse à l'homme, on l'appelle l'éthique. Et on attribue d'ailleurs la première utilisation de ce mot éthique à Socrate. Mais il n'est pas sûr que Cicéron, tout talentueux qu'il ait été, ait eu raison à propos de Socrate. Moi, je dirais que c'est un homme qui va cultiver les paradoxes, et c'est pour ça que j'ai intitulé cette conférence « Le cas Socrate ». C'est un cas, quand même. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'essayer justement de tracer un portrait du personnage entre ce que nous avons du Socrate historique et du Socrate mythique. Et ensuite, nous allons voir quel était son enseignement, la méthode socratique, et puis nous clôturerons par sa postérité. Que s'est-il passé après Socrate ? Si vous voulez approfondir le sujet, je profite pour vous présenter ce livre qui s'appelle « La sagesse de Socrate », qui a été écrit par Fernand Schwartz, qui est le fondateur de notre association, Nouvelle Acropole en France, et qui présente une interprétation de Socrate, qui est très fidèle évidemment au personnage, mais qui est enrichie de l'expérience de Fernand Schwartz en tant que philosophe. Donc je recommande sa lecture si vous voulez aller plus loin dans la connaissance de Socrate. Alors, la vie de Socrate. On situe sa naissance à peu près en 470 avant Jésus-Christ à Athènes. Et il va mourir en 399 à l'âge de 70 ans. Alors, on va essayer de planter un peu le décor pour comprendre le contexte dans lequel apparaît Socrate et dans lequel il s'exprime.
Nous sommes donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, à Athènes. C'est la fin des guerres médiques qui ont opposé les Grecs et les Perses. Et Athènes va rentrer dans une période très fructueuse de son histoire, qu'on va appeler l'âge d'or de son histoire, ou le siècle de Périclès. Périclès va donc gouverner Athènes pendant 2 dizaines d'années. Et dans ce moment-là, il y aura une espèce de floraison intellectuelle avec à la fois des penseurs, des artistes, Échille, Sophocle, des artistes comme Phidias, des peintres comme Apelle. Et c'est un moment de grande effervescence culturelle et intellectuelle. Et dans ce contexte, eh bien, on va voir Socrate qui va être, comme on a compris, hors norme, assez indépendant et cherchant, dans une société qu'il considère néanmoins malade de ce qu'il va appeler une paresse spirituelle, comme une société un peu avec des esprits endormis. Il va essayer de susciter les prises de conscience. Alors lui, dans cette société qui est relativement segmentée entre ceux qui ont du bien, qui sont des citoyens, ceux qui n'en ont pas, les esclaves d'un côté, les femmes de l'autre, et donc des personnes dans la société qui ont des droits différents, même si la démocratie de Périclès a transféré le pouvoir à une partie du peuple. Lui, né dans une famille assez modeste, libre, mais modeste. Son père, Sophronisque, c'est un tailleur de pierre. Voilà, Socrate dit, moi je fais, j'ai une ascendance disons, mythique, parce que mon père est sculpteur, donc finalement je descends de Dédale. Vous savez que Dédale, c'est le premier architecte qui a construit le labyrinthe dans lequel est enfermé le Minotaure. Je descends de Dédale, voilà. Et d'un autre côté, sa mère, qui s'appelait Phénarète, était sage-femme. Et Socrate dit, et je fais le même métier que ma mère, puisque j'accouche. Mais moi, j'accouche les âmes. Alors, il explique, accoucher les âmes, c'est enfanter, ce n'est pas créer quelque chose, c'est juste faire sortir quelque chose qui est déjà à l'intérieur de nous. Et ça aura une grande importance dans l'enseignement de Socrate et une grande importance dans l'enseignement de Platon. C'est que la sagesse que l'on cherche, que cherche le philosophe, l'amoureux de la sagesse, cette sagesse, elle est déjà à l'intérieur de nous. Et il faut donc la faire sortir. Donc l'affaire de la philosophie, et c'est moins de rentrer des connaissances, d'ajouter quelque chose, que de faire s'exprimer ou d'éveiller quelque chose qui est latent, qui est potentiel ou qui est endormi, et voilà, de l'éveiller à la conscience. Quel métier Socrate a-t-il exercé? On n'en sait rien. Il est fort probable que, vu la configuration de la société, eh bien, il ait exercé le métier de son père, mais il est exact que dans aucun dialogue de Platon, Socrate ne fait référence à son métier d'artisan. Donc, probablement, à un moment donné, il a dû lâcher les ciseaux de sculpteur pour se consacrer à la philosophie. Alors, Platon et Xénophon, ces deux disciples directs qui ont écrit sur Socrate, disent qu'il était pauvre. Mais bien qu'il voilà, il était dans cette pauvreté, il n'a jamais accepté de l'argent pour ses enseignements, contrairement à d'autres personnages qui existaient dans l'Athènes de cette époque, qui étaient les sophistes, et dont on reparlera tout à l'heure. Donc il enseignait gratuitement à tout le monde, et même il se payait le luxe, pourrait-on dire, de refuser les invitations des tyrans. Alors les tyrans, pour nous, tyran c'est un mot très négatif, mais on va dire des dirigeants,
le despote éclairé, de ce monde qui voulait l'attirer à lui pour qu'il leur donne des conseils, et même il refusait les cadeaux de ses amis riches. Il avait des amis très riches, et il refusait les cadeaux. Alors ce n'est pas une posture, parce que Athènes n'a jamais fait de la pauvreté une vertu, mais plutôt de la richesse. C'est une forme de détachement, de désintéressement, et on verra que cela va inspirer un de ses disciples, il en a eu beaucoup, qui est Antisthène, qui est le fondateur de l'école cynique, école cynique dont nous reparlerons, et qui va culminer avec le personnage de Diogène, hein, dont on va parler dans ce cycle, qui lui, en revanche, fait du dénuement une provocation. Hein. Et ce n'est pas le cas de Socrate. Alors, Socrate était célèbre pour sa laideur. Il était très laid. On dit qu'il était chauve, qu'il avait un nez épaté, qu'il ressemblait à un satyre ou à un silène. Enfin, le masque de l'horreur, presque. Hein. Le silène, c'est, vous savez, c'est un personnage comme ça qui est associé aux instincts sauvages. Mais Alcibiade, son disciple, disait « Socrate cache la plus belle des âmes. Hein, ce masque de Socrate cache la plus belle des âmes. » Et ça, c'est déjà aussi un paradoxe du personnage. Il est laid dehors et beau dedans. Et, tout comme, disait-on, ses discours en apparence, et ses questions en apparence naïves et plaisantes, menaient à la plus grande des profondeurs. Alors, être laid à Athènes, c'est un peu une anomalie, c'est presque un scandale, surtout quand on se targue de philosophie. Parce que l'archétype de l'Athénien, c'est l'homme beau et bon. Hein, kalos kagatos, disent les Grecs. Beau et bon. C'est-à-dire qu'ils font une espèce de lien automatique entre ce qui est bon et ce qui est beau. Ce qui est bon doit être beau. Et on peut supposer que ce qui est beau est bon. Alors, Socrate était obligé de se justifier. Et il va expliquer cette anomalie, cette laideur, en disant, ben voilà, c'est ça, sur mon visage, il y a voilà, toutes les passions qui se sont figées dans mon visage et qui auraient été à l'intérieur de moi si je ne m'étais pas adonné à la philosophie. Subtil, hein. Alors, il était marié avec une épouse qui a un peu défrayé la chronique, qui semblait avoir un caractère absolument épouvantable, qui s'appelait Xanthippe. Et donc, une des vertus de Socrate que lui attribuaient ses contemporains, c'était d'avoir supporté sa femme. Elle était, selon Xénophon, je cite Xénophon, la plus insupportable des femmes passées, présentes et à venir. Voilà, habillée pour l'hiver. Hein. Xanthippe. Et donc, un jour, on interrogeait Socrate en lui disant « Qu'est-ce qui est préférable ? Est-il préférable d'être célibataire ou d'être marié ?» Alors il répond « Quel que soit le parti que vous choisissez, vous vous en repentirez. » L'art de ne pas prendre position. Alors, avec sa femme, il a eu 3 fils, dont 2 semblent encore plus ou moins en bas âge lors de son procès. Il a 70 ans à son procès, donc peut-être une petite erreur chronologique, on ne sait pas. Et donc, à son procès, il donne une forme de recommandation hein, pour l'éducation de ses fils, forme testamentaire hein, de recommandation. Il dit la chose suivante. « Quand mes enfants auront grandi, Athéniens, punissez-les, tourmentez-les comme moi je vous tourmentais, pour peu qu'ils vous paraissent se soucier de l'argent ou de n'importe quoi plus que la vertu. Et s'ils s'attribuent une valeur qu'ils n'ont pas, morigénez-les, comme moi je vous morigénais. Reprochez-leur de négliger l'essentiel et de se croire un mérite dont ils sont dénués. Si vous faites cela, vous serez juste envers moi et envers mes fils. » Donc,
Son conseil éducatif, c'est de ne pas se préoccuper des biens accessoires, qui sont la richesse, voilà, ou le prestige, mais bien la vertu. Et c'est ce qu'il va essayer d'éveiller dans la conscience de ses concitoyens. Alors, au niveau de sa vie de citoyen, justement, on a plus de détails, elle est mieux connue. Comme tous les citoyens, il était astreint à un service militaire et il accomplit ses devoirs jusqu'à l'âge de 60 ans, notamment en participant à 3 batailles, 3 campagnes militaires, en qualité de hoplite. Un hoplite, c'est un fantassin, donc c'est le niveau de base. Et là, il va, dans deux de ces campagnes militaires, s'illustrer par une sorte d'exploit militaire. Dans le siège de Potidée, il va sauver Alcibiade. Alcibiade était sur le point de tomber aux mains de ses ennemis, et Socrate va donc l'en sortir, et c'est dans le banquet, le dialogue de Platon, le banquet, que Alcibiade nous parle de la conduite de Socrate dans cette bataille, et voilà ce qu'il nous dit. Nul doute d'abord que pour résister aux fatigues, parce que voilà, il l'a porté sur son dos, etc., il ne fut supérieur non seulement à moi, mais aussi en bloc à tous les autres. Et il explique que Socrate a fait preuve d'une endurance et d'un courage admirable. Et dans une autre bataille, qui est la bataille de Délion, c'est la vie de Xénophon, que Socrate va sauver. Le cheval de Xénophon est tombé sur lui, et Xénophon n'arrivait pas à se dégager. Et donc Socrate l'a sorti de ce piège et l'a porté aussi sur ses épaules pendant un long trajet pour le soustraire à leurs ennemis. Et Alcibiade dépeint l'attitude de Socrate. Il dit qu'il veut montrer que Socrate était très serein, qu'il n'était pas un excité. Il dit « J'avais l'impression que là, il circulait exactement comme dans Athènes, portant sur l'attention de tous les côtés, sur les amis, sur les ennemis. » Disons pas stressé. Alors là, on touche à un autre paradoxe de Socrate, c'est que bien qu'il était un combattant actif, il n'a jamais fait l'apologie de la guerre, bien au contraire, mais plutôt de la non-violence et la propre maîtrise de sa violence à soi-même, à travers la maîtrise de soi. Et en même temps, bien qu'il soit au service de la cité, et donc un citoyen engagé, il va aussi remettre en question complètement les Athéniens, leur manière d'agir, pour qu'ils entrent en rupture avec la forme de vie qu'ils ont, qu'ils considèrent une forme de vie très, disons, éloignée des choses de l'esprit. Et il va essayer de casser les conventions sociales. Donc, il n'en reste pas moins un participant actif de la cité. Et Pierre Hadot a écrit un livre que je vous recommande, qui sera très utile comme appui à notre cycle, qui s'appelle « Qu'est-ce que la philosophie antique ?» Pierre Hadot, c'est un helléniste, grand helléniste français, qui est décédé il y a une quinzaine d'années. Il dit, Pierre Hadot, il décrit Socrate, il dit « Un homme presque ordinaire, quotidien, avec femme et enfants, qui s'entretient avec tout le monde dans les rues, dans les boutiques, dans les gymnases, un bon vivant, qui est capable de boire plus que tout autre sans être ivre, ça c'était une grande spécialité de Socrate, un soldat courageux et endurant. » Oui, parce qu'aujourd'hui, vous savez que c'est la journée du Beaujolais nouveau. Il y a l'ivresse du vin, mais apparemment, la philosophie aide à garder la maîtrise de soi-même. Moi, je ne sais pas si ça a un rapport. Bon. En tout cas, il arrive à concilier le souci de soi-même et le souci de la cité, donc tout en se plaçant en marge du système. Ce que Platon
développera ensuite dans ses dialogues comme étant la posture du philosophe. Le philosophe est celui qui est dans la cité, il œuvre dans la cité, mais il n'appartient pas à la cité. Il se situe au-delà de la cité. Et c'est ce que dit Socrate. Il dit que lui, il ne veut pas être impliqué dans la politique, parce que ça voudrait dire qu'il serait obligé de faire des compromissions. Et ça ne lui plaît pas du tout. Il dit « Si je m'étais adonné à la politique, je serais mort depuis longtemps. Et ainsi, je n'aurais été utile ni à vous, ni à moi-même. Oui, si quelqu'un entend combattre vraiment pour la justice, et si l'on veut néanmoins qu'il conserve la vie un peu de temps, il est nécessaire qu'il reste un simple particulier et qu'il ne soit pas un homme public. » Bon. Il dit ça dans l'Apologie de Socrate. L'Apologie de Socrate, vous savez, c'est un texte que Platon a écrit en hommage à Socrate, dans lequel il décrit notamment le procès de Socrate. Alors, quelle a été sa formation intellectuelle, son parcours bon, bien sûr, il a dû recevoir l'éducation de base de l'Athénien, qui a une formation dans la gymnastique, dans la grammatique, etc. Mais évidemment, comme je l'ai dit, il vit dans un siècle qui est exceptionnellement brillant. Échille meurt lorsque Socrate a 14 ans, et Sophocle et Euripide ont à peu près 10 ans de plus que Socrate. Donc ce sont ses contemporains. On a parlé tout à l'heure d'Anaxagore. Anaxagore est un grand philosophe pré-socratique. Anaxagore était le maître de Périclès. Et Socrate va entrer en contact avec l'enseignement d'Anaxagore via un des disciples de celui-ci, qui s'appelle Archélaos, dont on sait qu'il a été l'élève. On pense qu'il a été influencé par le pythagorisme, on n'en a pas de véritables preuves, et il est tout à fait possible qu'il ait connu la pensée des philosophes qui l'ont précédé, notamment Héraclite et Parménide d'Élée. Il y a des légendes qui courent sur la rencontre entre Parménide et Socrate, mais qui sont invraisemblables. Mais peut-être a-t-il rencontré sa pensée. Et dans cet environnement culturel d'Athènes, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, les sophistes. Alors les sophistes, ce sont d'étranges personnages, ce sont des professeurs, on va dire, qui voyagent, des professeurs itinérants. Certains les ont qualifiés de marchands de méthode pour réussir dans la vie. Mais disons, ce sont plutôt des maîtres de rhétorique. Platon en a immortalisé quelques-uns dans ses dialogues. On peut penser à Gorgias, à Critias, Hippias. Il y avait beaucoup de ces personnages qui avaient des niveaux différents et des niveaux de réflexion différents. Disons, ce sont des maîtres en éloquence qui vont donc de ville en ville pour enseigner l'art de parler qui devient très important lorsque on est dans un régime démocratique, puisqu'il s'agit de s'adresser au peuple et de le persuader de voter pour telle ou telle loi ou pour telle ou telle personne. Donc, la question des sophistes, c'est comment cette technique de la parole, de la persuasion, va être utilisée. Le peuple athénien croit aux vertus de la parole, puisque Périclès dit « Nous n'estimons pas que la parole nuise à l'action. Ce qui paraît nuisible, c'est de ne pas s'éclairer par la discussion. » dit Périclès. Donc il dit « Il faut débattre, il faut parler. » Mais même si les sophistes sont porteurs d'une certaine réflexion, ils vont créer une brèche, en fait, dans l'édifice culturel athénien. Puisque, comme le dit Aristophane, en fait, ils vont enseigner l'art du raisonnement injuste. C'est-à-dire, Aristophane dit à quoi sert un sophiste? Eh bien, à berner le bon droit, à ne pas payer son débiteur,
voilà, disons en fait, a échappé à la justice. Donc, le meilleur sophiste est celui qui dit « je peux vous prouver une chose et son contraire ». Il n'y a en fait pas de vérité en soi, tout est simplement une question de persuasion. Et là, évidemment, on rentre dans une grande problématique qui est la problématique du relativisme, hein, parce que si toute chose et son contraire ont la même valeur et sont vraies, on est à la fois dans un nihilisme qui nie la valeur intrinsèque des choses et dans un relativisme qui dit que toutes les choses sont égales. Donc, plus rien n'a de valeur par rapport à autre chose. Et donc, dans Athènes, les sophistes vont ébranler en fait les valeurs d'Athènes et de la culture grecque, les valeurs morales, les valeurs religieuses. Et c'est eux qui vont être la cible, évidemment, de la verve socratique et aussi, comme nous allons le voir, de celle de Platon, qui leur consacre énormément de dialogue et qui consacre une grande partie de sa philosophie à contrecarrer cette dérive de la pensée. Certains ont traité les sophistes de charlatans de la pensée. Bon. Certains n'étaient pas exempts d'une véritable réflexion, hein, il faut le dire aussi. Et dans ce contexte, il y a aussi la lecture. La lecture, puisque à Athènes, on lit beaucoup, malgré le prix des livres. Pour nous, malheureusement, je le regrette beaucoup. Bon, d'abord, je suis très heureuse qu'on fasse cette causerie dans une bibliothèque. Moi, j'aime beaucoup les livres. Et ce que je regrette beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, on lit moins. Et qu'on ne comprenne pas le prix de la connaissance qui est contenue dans les livres. Bon, mais ça, c'est un avis personnel. En tout cas, on dit que Socrate était un grand lecteur. Xénophon le dépeint comme étant toujours en train de lire. Alors, dans la vie de Socrate, à part sa femme Xanthippe, il y a 3 autres femmes qui vont jouer un rôle important. Sa mère, on en a parlé, hein, Phénarète, sage femme, qui enseigne l'amour de la vie. Ces 3 femmes vont incarner le visage de l'amour. Et pour Socrate, l'amour, c'est le moteur de la quête de la sagesse. Hein, parce que le philosophos, c'est celui qui aime la sagesse, qui est amoureux de la sagesse. Et s'il n'y a pas cet amour, eh bien, il n'y a pas l'envie de progresser vers cette sagesse. Donc, la première forme d'amour, eh bien, c'est évidemment l'amour de la vie que lui enseigne sa mère Phénarète. Une deuxième femme joue un rôle important, c'est Aspasie. Aspasie, c'est une courtisane très connue parce que c'était la maîtresse de Périclès. Et une femme d'une grande stature intellectuelle. Et elle lui enseigne que l'être humain n'est pas obligé de subir sa vie comme une fatalité. Parce qu'elle, vu son statut, elle aurait dû être reléguée aux confins de la société. Et en fait, elle a joué un rôle de premier plan. Et que chaque être humain est perfectible. Et que, justement, l'amour, c'est le moteur du perfectionnement. L'amour du beau, l'amour du bon, l'amour du juste nous incite à faire l'effort de devenir meilleur. Parce qu'évidemment, le perfectionnement nécessite un effort. Ça ne vient pas tout seul. Et par le perfectionnement, l'homme échappe à la fatalité. C'est ça ce que lui enseigne Aspasie. Et puis, il y a une troisième femme qui fait son apparition dans le banquet de Platon, qui s'appelle Diotima. Diotima de Mantinée, qui est une prêtresse. Diotima de Mantinée est un personnage, une femme très connue. Elle est appelée par Périclès à un moment donné où la peste s'abat sur la ville d'Athènes. Et elle est appelée pour purifier la ville de ses miasmes. Et elle va enseigner
à Périclès et à Socrate, l'amour universel, Eros. Eros, c'est un dieu grec qui était à l'origine de la naissance du monde, qui est la puissance universelle de l'amour. Et que l'amour est une vertu purificatrice de l'ego. Par l'égoïsme, eh bien, l'individu se recentre sur ses propres intérêts et se sépare des autres. Et l'amour qui relie aux autres va permettre à chacun de dépasser cette force égoïste. Et surtout, elle explique que Eros, dans la tradition des mystères orphiques, éveille le besoin de chercher ce qu'on ignore. Justement, ce qu'on ignore le plus et auquel on aspire le plus, c'est la sagesse. Et donc, grâce à Diotime, Socrate va comprendre que la sagesse, ça n'est pas une connaissance, mais c'est une façon de pouvoir se purifier de ses propres passions, de ses propres scories, de ses défauts, de ce qui nous empêche de voir la lumière. Alors parlons maintenant de son caractère. On dit que Socrate était connu déjà pour sa modération. On a dit qu'il était pauvre, voilà, donc il avait toujours une tenue très simple, très modeste, dit-on de lui, et il maîtrisait voilà, les plaisirs de la chair, notamment, voilà, il était résistant. Il avait une vie assez ascétique en réalité. On a parlé de son endurance sur le champ de bataille, résistant au froid, résistant à la fatigue, endurant par rapport à l'ivresse des banquets. Et voilà, cette espèce de maîtrise et de tempérance ont beaucoup marqué ses contemporains qui en ont parlé, mais aussi de son courage. Et tout ceci donnait l'image d'un homme qui avait une grande maîtrise de lui-même. Et on raconte qu'un jour, quelqu'un avec qui il dialoguait, alors il était assez impertinent dans ses dialogues, donc voilà, il était à bout d'arguments, celui qui lui répondait, et hop, il lui balance une gifle voilà, en plein visage. Et Socrate, il ne se démonte pas, il dit il est fort ennuyeux de ne pas savoir quand il faut mettre un casque avant de sortir. Alors il y a les disciples qui lui disent mais Socrate, tu te rends pas compte, tu as été humilié, tu ne réagis pas, tu devrais dire quelque chose. Alors il leur dit bon, et quoi? Mais si c'était un âne qui m'avait donné un coup de pied, est-ce que j'irais lui faire un procès? Voilà. Donc on voit là un personnage assez imperturbable et qui ne se laisse pas emporter par la colère voilà, ou par les situations. Son courage n'est pas seulement physique. On dit que c'est un homme très courageux, mais il n'est pas seulement physique, c'est aussi un courage moral, parce que sa façon d'interroger les gens et d'exprimer ses idées dans Athènes lui cause quand même pas mal d'ennemis. Et il faut se figurer que c'est une époque dans laquelle il est assez dangereux de parler, contrairement à ce qu'on imagine. D'abord parce qu'on comprend qu'il y a un problème avec les sophistes qui attaquent les valeurs morales, les valeurs religieuses. Il y a eu aussi beaucoup de tourments politiques. Bon, et Périclès est amené à un moment donné à publier un décret qui interdit de spéculer sur les choses divines. Or, que fait la philosophie? Eh bien, elle spécule sur le monde spirituel, sur les choses divines. Et donc, être philosophe commence à devenir très dangereux. Et d'ailleurs, Anaxagore va être chassé d'Athènes parce qu'il va dire que le soleil est une boule de feu.
Et non, le soleil est un dieu, donc on ne peut pas dire autre chose que ce que dit la religion officielle. Donc le décret est assez sévère, hein, puisqu'il prévoit la peine de mort, la privation de sépulture, la confiscation de tous les biens de la famille. Donc c'est quand même dangereux de philosopher dans cette époque-là. Et donc... oui. Donc cette interdiction, c'était motivé par un dogmatisme. Donc il y avait des dogmes de la religion qu'il ne fallait pas remettre en cause. Absolument. C'est une forme de conservatisme. Oui, oui, c'est une forme de conservatisme. Ce n'est pas une inquisition, mais néanmoins, on est quand même invité à dire, à dénoncer quelqu'un si jamais il s'attaque au principe. Donc oui, c'est une forme de dogmatisme et de conservatisme. On a aussi des personnes... Donc Socrate, lui, vous avez compris, hein, il est rebelle, il est indépendant, lui, il n'en fait qu'à sa tête. Donc par exemple, il y a... Socrate appartenait à un groupe qui, à un moment donné, va se trouver à prendre une décision, c'est une espèce de juré, c'est les pritanes, hein, qui doivent prendre une décision, qui est de juger des accusés. Et la loi spécifie que chacun doit être jugé individuellement. Mais il y a une pression populaire, c'est l'opinion, hein, un peu comme le tribunal médiatique aujourd'hui. À l'époque, c'était pareil. Et finalement, donc ils sont 50 jurés, les jurés votent pour le fait de les juger en bloc, contrairement à la loi. Et il y en a un seul qui dit non, Socrate dit « non, moi, je ne veux pas ». Et donc, il va s'opposer à tous les autres. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Critias, hein, qui était un des auditeurs de Socrate, va considérer que les propos de Socrate sont quand même un peu subversifs. Et donc, il va, dès qu'il va arriver au pouvoir, hein, dans le Conseil des 30, en 404, hein, c'est 5 ans avant la mort de Socrate, il va publier un décret en interdisant le dialogue socratique. Donc on comprend que Socrate, pour continuer à être qui il était, devait faire preuve justement de ce courage moral et pas seulement physique. Aujourd'hui, on dirait que c'est un peu la désobéissance civile ou comme un lanceur d'alerte, hein, sur la conscience. Lui, il disait de lui-même « Je suis le taon, hein, la mouche du coche, qui, de tout le jour, ne cesse jamais de vous réveiller. » Alors, Socrate, dans sa vie, va être marqué par ce qu'on pourrait appeler 3 crises, 3 moments de rupture qui vont beaucoup infléchir sa façon d'être. Et sa vie de philosophe. La première crise de Socrate, c'est la rupture avec Alcibiade, son disciple. Socrate est le maître d'Alcibiade pendant 20 ans. Alcibiade fait partie de la jeunesse aristocratique. C'est un personnage qui est promis aux plus hautes destinées d'Athènes. D'ailleurs, il va devenir un des dirigeants d'Athènes, mais ça va très très mal se terminer parce qu'il finira traître à sa patrie, hein, il va vendre sa patrie aux ennemis, enfin, ça va devenir un homme épouvantable. Et Socrate essaye, donc pendant toutes ces années, de lui inculquer la vertu. De faire d'Alcibiade un dirigeant philosophe. Mais non, Alcibiade, lui, ce qu'il préfère, c'est les honneurs, le prestige, le plaisir. Il n'a pas du tout envie de s'adonner, disons, à l'effort de se maîtriser lui-même, bien qu'il ait une admiration sans borne pour Socrate. Et à un moment donné, Socrate constate son échec. Oui. On a parlé du courage physique, on parle de l'endurance, on parle de la conscience de soi. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot vertu chez Socrate? Qu'est-ce que vous entendez par là?
La vertu, en grec, c'est dit arrêter. C'est toujours difficile de traduire le mot vertu parce que ça a toujours une connotation un petit peu morale. Arrêter, c'est l'excellence. Donc la vertu, c'est le meilleur de soi-même. C'est ça la vertu. C'est-à-dire d'être à son meilleur niveau, de développer ses plus grandes qualités. La noblesse d'âme. Être au sommet de soi-même. C'est ça l'idée de la vertu. Et que chaque être humain possède des vertus, mais quelquefois elles ne sont pas cultivées. Donc chaque être humain a des forces, les forces de l'âme, on pourrait dire la vertu, ce sont des pouvoirs de l'âme, mais qui ne sont pas nécessairement cultivés, ou dont il n'a pas nécessairement conscience. Et donc c'est ça la vertu. Beaucoup l'amour du perfectionnement. Et de ce fait, voilà, l'amour du perfectionnement, voilà, de ce fait, c'est l'idée que chaque être humain peut devenir meilleur. C'est en fait une philosophie très positive. Et donc, au bout de 20 ans, il se rend compte, Socrate, que ça ne va pas marcher avec Alcibiade. Et il décide de quitter Alcibiade. Et il comprend plusieurs choses. D'abord, il se remet beaucoup en cause. Voilà, cette crise lui enseigne l'humilité et en même temps, il comprend qu'on ne peut pas enseigner la vertu à quelqu'un qui n'a pas éveillé en lui-même une aspiration supérieure. On ne peut pas enseigner la vertu à coups de pied. Et on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider lui-même, qui n'a pas un moteur intérieur. Ça, c'est sa première crise, il a à peu près 50 ans. Et au moment où il va quitter justement Alcibiade et vivre cette remise en question, il va vivre sa deuxième crise, puisque à ce moment-là, il y a une délégation d'Athènes qui va se rendre à l'oracle de Delphes. L'oracle d'Apollon à Delphes, c'était comment dire, une référence pour les grandes questions de la ville. Et la question qui est posée à l'oracle de Delphes, c'est quel est l'homme le plus sage d'Athènes? Et l'oracle répond, sage est Sophocle, plus sage est Euripide, mais de tous les hommes, le plus sage est Socrate. Alors la délégation rentre à Athènes, et là, pour Socrate, c'est le choc. Il dit, mais c'est pas possible. Et il y a une erreur. Mais néanmoins, il se dit, l'oracle ne peut pas se tromper, il faut que je comprenne ce qui se passe. Et là, c'est là qu'il va prendre la décision de commencer à arpenter les rues et à interroger toutes les personnes qu'il rencontre sur ce que ces personnes sont censées connaître, sont censées savoir. Et c'est là qu'il va, je termine, et c'est là qu'il va prendre conscience justement de la réalité de l'oracle. Alors dans un des dialogues de Platon, il donne la parole à Socrate, et Socrate dit « Arrête-toi, mon ami, causons un peu, non d'une vérité que je détiendrai, non de l'essence cachée du monde, mais de ce que tu allais faire quand je t'ai rencontré. Tu croyais que cela était juste, ou beau, ou bon, puisque tu allais le faire. Alors, explique-moi donc ce que sont la justice, la beauté et la bonté. » Et c'est là que les discussions commencent à devenir difficiles pour l'interlocuteur, parce qu'il peut expliquer ce qu'il fait, mais il ne peut pas totalement expliquer, donner réponse aux questions que lui pose Socrate. Oui, alors vous vouliez poser une question. Oui. Moi, je ne comprends pas cette deuxième crise, c'est-à-dire pourquoi il est si bouleversé par l'oracle, parce qu'il doit savoir qu'il est quand même un homme assez sage, non? Il a des disciples. Mais non, justement, parce que déjà en fait, il n'est pas un homme reconnu comme sage, déjà lui-même ne se reconnaît pas comme sage, et en plus, il est dans un échec flagrant de 20 ans de sa vie à essayer de former quelqu'un,
Et ce quelqu'un va se transformer en un homme ignoble, parce que Alcibiade, c'est un homme à la fois brillant et à la fois ignoble. Enfin, voilà, trahir sa patrie, disons, amener ses concitoyens à la défaite. Pour un dirigeant politique, il n'y a pas plus horrible. Donc, il est en pleine crise. Il dit, en fait, moi, je suis nul. Et en même temps, l'homme le plus sage, si quelqu'un parmi nous, on disait, bon, ben voilà, c'est toi le plus sage, et là, on se dirait, ouf, là, il y a eu un problème. Oui. Son problème, c'est qu'il se reproche de ne pas avoir reconnu au départ que le caractère d'Alcibiade était mauvais. Non. C'est pas ça qu'il se reproche. Non. Non, non. Parce que lui, comme Platon, tous ceux qui seront dans cette lignée, pensent que toute personne a la possibilité de se perfectionner. Mais ensuite, ça c'est un acquis, c'est-à-dire toute personne porte en lui une excellence et a la possibilité de se perfectionner. Mais toute personne a le choix de le faire ou de ne pas le faire. Et ça, c'est autre chose. Et donc, Alcibiade, il était libre de suivre les enseignements de Socrate ou de ne pas les suivre. Parce que justement, il y a la liberté. Et s'il y a la liberté, eh bien, il faut que la personne, disons, le perfectionnement dépend du disciple et pas du maître. Évidemment, si on a un mauvais maître, ça va être difficile de progresser. Mais disons, Socrate, il n'est pas responsable de cela. C'est celui qui reçoit l'enseignement qui va décider de l'appliquer ou non. Et donc, s'il n'y a pas le moteur intérieur, eh bien, il ne va pas devenir plus vertueux. Il comprend que toutes les personnes qui l'entourent lui répondent toujours sur un ton un peu prétentieux. Mais voilà, il interroge le juge sur la justice. Et donc le juge dit, oui, mais bien sûr, je vais te parler de la justice. Moi, je suis juge, toi, tu n'y connais rien. Et à la fin, quand Socrate leur pose véritablement la question de qu'est-ce que de la justice, ils arrivent à ce qu'on appelle une aporie. Aporie, c'est-à-dire qu'ils ne savent plus répondre, ils sont dans une impasse. Et après avoir fait tous ces entretiens, Socrate arrive à cette conclusion. En fait, eux croient savoir. Et moi, finalement, ma sagesse, c'est de savoir que je ne sais pas. Et donc, de chercher. On a dit que c'était la phrase qui résumait un petit peu, disons, l'attitude de Socrate, c'est « je cherche ». Et donc, Socrate, qui comprend que la sagesse consiste à reconnaître sa propre ignorance. Et parce qu'on reconnaît sa propre ignorance, on va éveiller le moteur du perfectionnement. C'est-à-dire, on veut savoir. Le pire, c'est quand on pense qu'on sait déjà. Alors cet oracle de Delphes, il va avoir une importance capitale, en fait, dans la vie de Socrate, parce que pour lui, c'est comme un ordre de mission. C'est comme un ordre de mission. Si c'est l'homme le plus sage d'Athènes, il doit enseigner ou éveiller la sagesse de ses contemporains. Dans son procès, il va dire « Athéniens, je vous aime, mais j'obéirai aux dieux plutôt qu'à vous. » Et obéir aux dieux, c'est accomplir sa mission de philosophe, d'éveiller la conscience des citoyens. Et il dit « C'est là ce que m'ordonne le Dieu. Entendez-le bien. » Et, comme il est toujours un petit peu railleur, il dit « Et je pense que jamais rien de plus avantageux n'est arrivé à la cité, que mon zèle a exécuté cet ordre. » Bon. Donc, pour lui, c'est une exigence impérieuse d'obéir à l'oracle, qui était considéré comme la parole la plus sacrée de la Grèce antique. Alors ça, c'est aussi un paradoxe du personnage,
parce qu'on dit que Socrate, finalement, fondateur de la philosophie, c'est celui qui va instaurer la rationalité de la pensée. Que les présocratiques sont plus inspirés, d'ailleurs les présocratiques vont s'exprimer par poésie, hein, le poème de Parménide, etc. Et en même temps, hein, l'origine de cette rationalité, elle est complètement mystique puisqu'elle est liée à cet oracle de Delphes. Alors la troisième crise de Socrate, eh bien, cette troisième crise de Socrate, oui. Oui, bien sûr. Parce que là, Socrate, il a tendance à remettre en cause les gens, non? De remettre en cause leurs croyances, etc. De ne pas accepter les dogmes, juste comme ça. Mais l'oracle, ça, il accepte. Oui. Oui. Donc, okay. Oui. Donc il n'est pas forcément sceptique par rapport à tout. Non. Il pense que... il est contre les dogmes, justement. Mais il est pour la pensée, et on va voir qu'il vit aussi une forme de mystique et d'intuition intérieure. Je vais en parler. La troisième crise de Socrate, c'est évidemment son procès. Donc, suite au fameux décret de Périclès et à d'autres édits qui ont été publiés par la suite, tout citoyen peut en accuser un autre et lancer un procès contre lui. Donc, deux Athéniens vont l'accuser de deux délits. Le premier, c'est la corruption de la jeunesse, et le deuxième, c'est le blasphème des dieux de la cité, hein, notamment en vertu du décret dont on a parlé. Donc, ils vont l'accuser de immoralité et impiété. En réalité, ce qu'il critique, c'est la corruption de l'État, parce qu'il dit que l'État doit éduquer les citoyens à la vertu, et que ça n'est pas le cas. Et pour ce qui concerne l'impiété, pour lui, pour répondre aussi à la question que vous avez posée, pour lui, le problème, c'est à la fois le dogmatisme et la superstition. C'est-à-dire, c'est un peu ceux qui croient, avec la foi du charbonnier, que s'ils font ça, eh bien le Dieu alors va les aider à faire ceci ou cela, c'est-à-dire va entrer dans une espèce de marchandage, voire de superstition. Mais il considère, et donc il dit, en fait, le Dieu, il est intérieur. Ce qui, évidemment, va totalement à l'encontre de la religion sociale. Mais lui avait une voix intérieure qu'on appelle son démon, ou démon, ça s'écrit en grec daimon, D-A-I-M-O-N, dont on va beaucoup parler, le démon de Socrate, qui est une espèce de voix qui lui dit ce qu'il ne faut pas faire. Et cette personnification des démons, ou des daimones, existe dans la Grèce. Hein, on les considère comme des esprits entre les dieux et les hommes. Hein, c'était des espèces d'entités qui parlent comme ça à l'oreille des hommes. Et donc, il reçoit ces formes d'injonction. Donc, il va se défendre dans son procès. Il dit « Moi, je n'apporte pas un Dieu nouveau quand je parle de mon démon, mais je crois dans cette voix divine. » Parce qu'il explique que cette voix l'avertit toujours de ce qu'il ne faut pas faire, ne va pas là, ne fais pas ceci. Et il dit « Quand je me fie à mon démon, j'annonce à mes amis la volonté des dieux, et elle se réalise toujours. Pas une fois mon démon ne m'a menti. » Donc il a cette espèce de préscience, hein, de voix intérieure très présente, hein, et très réaliste, et qui va donc lui donner des indications, hein, et aussi des indications sur son procès, c'est comment il doit se défendre, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Bon. Il y a un grand auteur qui s'appelle Apulée, un auteur romain, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Dieu de Socrate. Mais il y a plusieurs qui ont écrit sur le démon de Socrate ou le Dieu de Socrate. Et voilà ce que dit Apulée. Ce génie,
hein, ce démon, ce génie, fut pour lui un gardien, et pour ainsi dire un intime, un familier, qui l'écartait des choses à éviter, qui lui révélait les choses à craindre, qui l'avertissait des choses à savoir. De sorte que là où la prudence humaine est en défaut, Socrate, plutôt qu'à la raison, avait recours au pressentiment, afin que l'inspiration décide ce que l'incertitude laissait en balance. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que, à la fois, Socrate a une approche rationnelle, et on le voit dans les dialogues, puisqu'il y a une certaine logique, il y a une véritable dialectique, hein, un véritable exercice de la raison. Et en même temps, il laisse la place à l'intuition, puisqu'il a une intuition très forte, hein, qui s'exprime à travers cette voie. Mais bon, sa défense ne va pas convaincre les juges. Les juges, de toute façon, sont corrompus, ils sont payés. Et donc, ils vont condamner Socrate. Et là, il a le choix de l'exil et de la privation de ses droits ou la condamnation à mort. Mais lui, il préfère mourir libre que vivre privé de ses droits. Alors, quand il quitte l'enceinte du tribunal, il a un de ses disciples qui s'appelle Apollodore et qui lui dit « Socrate, pour moi, ce qui me peine le plus, c'est de te voir mourir injustement. » Alors Socrate se met à rire et lui dit « Ah bon, Apollodore, bah alors tu préférerais me voir mourir justement ?» Bon. Lui considère que sa mort est un avertissement à la cité. Sa mort est relatée par Socrate hein, dans un dialogue qui s'appelle le Phédon. On sait que la sentence était immédiatement exécutoire, mais que pour des raisons de rituels religieux, ils ont été obligés d'attendre 30 jours avant de l'exécuter. Et donc Socrate demeure 1 mois en prison, et là il va donner un grand nombre d'enseignements sur notamment l'immortalité de l'âme. On dit que c'était un prisonnier modèle, que son geôlier aimait beaucoup. Et il va finalement boire la ciguë et mourir au mois de mars 399. Alors se pose une question, pourquoi Socrate ne s'est-il pas enfui? Parce que Platon explique dans le Criton que tous ses amis avaient prévu qu'il s'enfuit, avaient tout préparé. Alors, bon, vu son caractère, on comprend bien que ça n'était pas pour se soumettre aux lois de la cité, il ne s'était jamais soumis. Mais néanmoins, il y a un peu de cette idée d'obéir aux lois de la cité. Dans le Criton, il va proclamer cette nécessité d'obéir aux lois, qui est la clé du vivre ensemble. Mais Xénophon hein, lui fait dire que l'on peut bien obéir aux lois en souhaitant qu'elles changent, comme on sert à la guerre en souhaitant la paix. Donc, dans le Criton, il y a une espèce de dialogue avec les lois d'Athènes hein, qui lui font comprendre que s'il cherche à s'évader, s'il cherche à échapper à la condamnation, hein, il va donner le mauvais exemple à tout le monde. Et donc, il va porter tort à la cité. Donc, il doit être un exemple de citoyenneté. Mais, comme le disait Merleau-Ponty, philosophe français contemporain du XXe siècle, il disait « Socrate a une manière d'obéir qui est une manière de résister, hein, même qui est une manière de désobéir. » Voilà. Il se soumet aux lois pour prouver à l'intérieur même de la cité la vérité de son attitude philosophique. Mais, bon, donc ça c'est une clé hein, pour expliquer pourquoi il ne s'est pas enfui. Voilà, l'exemple des lois pour tout le monde, et en même temps, le fait que les lois le condamnent à mort démontre que ces lois sont injustes. Mais il y a aussi autre chose, hein, et on revient toujours à l'oracle de Delphes. Hein, il dit, dans l'Apologie, il dit « Je ne vais pas déserter. »
il dit « Quiconque occupe un poste, qu'il l'ait choisi lui-même comme le plus honorable ou qu'il y ait été placé par un chef, a pour devoir, selon moi, d'y rester ferme, quel qu'en soit le risque, sans tenir compte ni de la mort possible, ni d'aucun danger, plutôt que de sacrifier son honneur. » Donc voilà, il ne veut pas renoncer à sa mission, qui est de vivre en sage, de mourir en sage, de donner l'exemple de la sagesse. Et ça, c'est une deuxième clé pour comprendre pourquoi Socrate ne s'est pas enfui. Quelqu'un a écrit ensuite sur cette attitude de Socrate, un moment où toujours les philosophes étant en danger à Athènes, Aristote lui-même a été obligé de quitter Athènes, on en parlera quand on parlera d'Aristote, et quelqu'un a écrit « Aristote pouvait quitter Athènes et rester Aristote », ce qui a été le cas, puisqu'il était le précepteur d'Alexandre le Grand, etc. Mais Socrate ne pouvait pas. Socrate ne pouvait pas quitter Athènes et rester Socrate. Alors, nous allons maintenant aborder quelques points de sa philosophie, ou plutôt de sa méthode. Le contenu de la philosophie, on le verra beaucoup plus avec Platon. Oui. Ne dit-on pas que Socrate, pendant ce procès, a provoqué les gens qui éventuellement pouvaient voter pour lui? Oui, oui. Est-ce que c'est pas un suicide philosophique, une sorte de gambit du roi qui fait pour... Il est toujours célèbre. Il est égal à lui-même. En fait, ils accusent de corruption. Ils sont corrompus. Il dit la vérité, en réalité. Donc, il ne prend pas de gants comme il n'a jamais pris de gants avec personne. Il est fidèle à lui-même et il ne va pas, en fait, courber l'échine devant les juges. Est-ce qu'il a la prescience de sa fin? Peut-être, on ne sait pas. On comprend qu'il a beaucoup de pressentiments. Alors, la méthode de Socrate. D'abord, on comprend que c'est un personnage très fascinant. Pierre Hadot le décrit comme exerçant une sorte d'attraction magique à travers les textes. Alcibiade, qui était son disciple, dit que ses discours philosophiques mordent le cœur comme une vipère et provoquent dans l'âme un état de possession, un délire, une ivresse philosophique. C'est-à-dire que quand il parle, il se sent chaviré. L'interlocuteur est ébranlé dans ses convictions. Alors il y a un dialogue qui est faussement attribué à Platon, dans lequel il y a un personnage qui dit, de manière peut-être un peu superstitieuse, il dit « Moi, sans avoir reçu aucun enseignement de Socrate, il suffit que je sois dans la même pièce que Socrate, et que je le touche, ou même que je sois un peu éloigné, et là je sens que sa sagesse m'habite. » Bon. Donc oui, il y a voilà, des personnages un peu extraordinaires partout. Mais dans le banquet, Alcibiade va expliquer les effets troublants que Socrate a sur lui. Quand Socrate parle, il dit « Je suis dans un tel état qu'il ne me semble pas possible de vivre en me comportant comme je me comporte. Il me contraint à m'avouer à moi-même que je n'ai pas de souci de moi-même. » C'est-à-dire que Socrate, il le remet en cause et il fait miroir sur Alcibiade, qui se rend compte que oui, il n'est pas en train de chercher la vertu. Bon, mais ça n'a pas suffi. Alors on parle beaucoup de l'ironie socratique. Alors on dit que la méthode de Socrate, c'est l'ironie. Nous, l'ironie, ce n'est pas un mot très agréable. Quelqu'un qui est ironique, on a l'impression qu'il se moque un peu méchamment de quelqu'un. Donc il faut essayer de comprendre ce qu'on entend par ironie. D'abord, l'ironie, c'est une manière de questionner. Voilà. L'ironie socratique, c'est je pose une question. Alors, quel est le type de question que pose Socrate? Il pose une question dans laquelle on a l'impression qu'il cherche à savoir
quelque chose, mais en réalité, sa question a pour but d'amener l'autre à comprendre qu'il ne sait pas et à vouloir savoir aussi. Hein, donc c'est une question à double détente. Alors, est-ce qu'il est en train de manipuler les gens ou est-ce qu'il est innocent? Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, bon, voilà, il manipulait les gens. Et il y en a d'autres qui disent, non, parce qu'il ne prétend pas avoir la réponse à la question qu'il pose. Hein, et dans le Charmide, Socrate déclare à Critias, il lui dit « Tu me traites comme si je prétendais savoir les choses sur lesquelles je t'interroge. Et qu'il dépende de moi de m'accorder avec toi, mais il n'en est rien. Je cherche. Ensemble, nous examinons chaque problème qui se présente. Et si je cherche, c'est que moi-même, je ne sais pas. » Et de fait, quelque chose qui est assez troublant quand on lit les dialogues de Platon, surtout les dialogues de Genèse, quand il parle beaucoup de Socrate, c'est qu'il n'y a pas de conclusion au dialogue. Vous lisez le dialogue, il y a tout un tas d'argumentaires, mais en fait, Platon ne dit pas, bon ben voilà, hein, à la fin, voilà la conclusion. Non, ça reste en suspens. Et donc, voilà, on peut souscrire aussi à cet argument que l'ironie socratique, c'est juste quelque chose qui dérange pour s'accorder avec son interlocuteur à chercher ensemble. Ce qui est en fait la définition du dialogue. C'est de mettre les intelligences ensemble, hein, de réunir les intelligences. C'est le fondement de la méthode de Socrate, c'est le dialogue socratique. Donc à l'inverse des sophistes, il n'est pas en train d'essayer d'amener l'interlocuteur quelque part où l'interlocuteur devrait se mettre à penser que telle ou telle chose. Il n'est pas en train de donner un enseignement. Il est en train d'éveiller le sens de la quête chez son interlocuteur. Alors on peut résumer cette méthode socratique en 3 pas. Le premier, c'est ce qu'on vient de décrire, la reconnaissance de l'ignorance. Le début de la sagesse, c'est reconnaître son ignorance. C'est ne pas croire que l'on sait. C'est de se poser les bonnes questions. C'est-à-dire de reconnaître que ce qu'il faut chercher, c'est ce qui est essentiel en nous. Et donc, ce n'est pas tellement d'apprendre le comment des choses, d'apprendre un savoir-faire, mais plutôt un savoir-être. Dans l'apologie de Socrate, Platon lui met ces mots dans la bouche. Il dit « Et quoi, cher ami, tu es Athénien, citoyen d'une ville qui est plus grande, plus renommée qu'aucune autre par sa science et sa puissance. Et toi, tu ne rougis pas de t'occuper de ta fortune pour l'accroître le plus possible, ainsi que ta réputation et tes honneurs. Mais quant à ta pensée, à ta vérité, à ton âme qu'il s'agirait d'améliorer, tu ne t'en soucies pas, tu n'y songes même pas. » Donc, il pose le problème sur la question de ce qu'il faut savoir pour se préoccuper de l'essentiel. Et donc, l'essentiel, c'est l'âme, c'est ce que l'on est, et pas ce que l'on fait ou ce que l'on paraît. Et donc, le vrai problème, c'est d'être, hein, d'une certaine manière. Il dit « Moi, je n'ai nul souci de ce dont se soucient la plupart des gens. Les affaires d'argent, l'administration des biens, les charges de stratège, le succès oratoire en public, la magistrature, les factions politiques. Moi, je me suis engagé, non dans cette voie, mais dans celle où, à chacun de vous en particulier, je ferai le plus grand bien, en essayant de le persuader de se préoccuper moins de ce qui est à lui que de ce qu'il est lui-même, pour le rendre aussi excellent ou vertueux, aussi raisonnable que possible. Donc, il faut moins s'occuper de l'avoir, ce qui est à moi, que de l'être, hein, c'est-à-dire de qui je suis, ce que je suis. Et c'est ça
le début de la quête. Voilà. C'est reconnaître que c'est difficile de savoir qui je suis et de savoir comment exprimer mes vertus, mes pouvoirs latents. Alors, il faut purifier l'ignorance, et ça, c'est le deuxième pas. Le premier pas, c'est la reconnaissance de l'ignorance. Le deuxième pas, c'est la purification de l'ignorance. La purification de l'ignorance passe par le dialogue. Le dialogue, il est double. Il y a le dialogue entre le maître et le disciple. Le maître, c'est celui qui s'est posé les bonnes questions. C'est celui qui va permettre au disciple de trouver la réponse en lui-même. Et on verra ça quand on étudiera Platon, notamment dans le Ménon de Platon, il y a un exemple de cela. Donc le maître n'est pas celui qui sait plus, même s'il sait plus, mais c'est celui qui sait accompagner celui qui cherche, pour l'aider à trouver, pas pour lui donner la réponse, pour l'aider à trouver. Ça, c'est la méthode philosophique. C'est pour ça que nous sommes une école de philosophie traditionnelle, parce qu'on suit cette méthode. Mais il y a aussi une deuxième forme de dialogue qui est importante, c'est le dialogue intérieur. Il faut dialoguer entre soi et soi, être capable de se poser à soi-même les bonnes questions et de poser un regard sur ce que l'on est et sur ce que l'on a fait. Et ce dialogue intérieur, il se construit et il est indispensable, parce que le véritable maître se trouve à l'intérieur de nous. C'est nous-mêmes. Et donc le troisième pas, par ce dialogue, ce questionnement et ces prises de conscience successives, eh bien, on arrive à la maïeutique. Comme on a dit, la maïeutique, c'est naître à soi-même, c'est l'accouchement de l'âme, c'est-à-dire d'exprimer l'être que nous sommes, et d'exprimer les vertus, donc l'excellence que nous portons en nous-mêmes. Voilà ce cheminement que nous propose Socrate, qui est donc une méthode qui est la base de la méthode philosophique. Parce qu'en fait, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre chemin que celui de prendre conscience d'un manque. À celui qui ne manque rien, eh bien, il n'a pas d'objet de recherche. Il ne va rien chercher. Il faut que quelque chose nous manque. Et quand quelque chose nous manque, et qu'on prend conscience de ce vide, à ce moment-là commence le désir de combler ce vide. Mais ce désir, c'est pas on ne va pas combler le vide comme on fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ressentent un vide dans leur vie. Mais que font ces personnes? Mais elles le comblent, soit en achetant quelque chose. Voilà. Alors, on va acheter quelque chose, hop, on va sur Amazon, boum, on appuie sur un bouton et on va avoir quelque chose. Ou en essayant de se distraire. Alors, on regarde compulsivement son smartphone ou on va jouer à des jeux qui vont nous prendre des heures et des heures, simplement pour ne pas penser. Parce qu'on ne sait pas comment combler le vide. Parce qu'on est dans une société qui n'offre aucune perspective intérieure. Ce n'est pas l'objet de la société. On est dans une société de consommation et très matérialiste. Donc, elle n'offre pas de perspective intérieure. Elle n'offre pas de perspective spirituelle. Et or, tout le monde a en soi une aspiration, même enfouie au plus profond de soi-même. Et donc, il y a le désir de combler ce manque. Mais comme le dit Socrate, la seule façon de combler ce manque, ça n'est pas de désirer des objets. Ce n'est pas l'amour de la possession, c'est l'amour de la sagesse. C'est-à-dire de tendre vers quelque chose qui est immatériel. La sagesse est immatérielle. On ne peut pas la toucher. On ne peut pas la voir, d'ailleurs.
Quand on demandait à Épictète, connaissez-vous un homme sage? Et il disait, ben non, un sage, j'en ai jamais vu. Et nous, on n'en a jamais vu, un sage. Socrate, on ne le connaît pas. La sagesse, on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas l'acheter, la sagesse. C'est un bien immatériel. Et c'est cette quête-là à laquelle nous invite Socrate, la quête des biens immatériels. Le plus grand, le plus précieux étant la sagesse. Alors, quelle a été la postérité de Socrate? On arrive à la conclusion de notre conférence. Quel a été son héritage? Alors, on a bien compris que Socrate était très détaché, qu'il avait une vie d'ascète, et on pourrait dire qu'il ne s'est pas tellement préoccupé de son héritage. La preuve, c'est qu'il ne l'a pas organisé sous forme d'école constituée, par exemple. En plus, il n'a rien écrit. Donc, on va contempler l'héritage de Socrate déjà à travers ses disciples. On a compris qu'il va dans les rues, il pose des questions, mais aussi il y a des assemblées. Il y a des assemblées et donc il va débattre aussi avec des personnes, pas simplement dans les rues. Et ceci crée une forme de groupe autour de lui. Et il dit moi j'interroge, selon la pensée du dieu, de l'oracle de Delphes, quiconque, citoyen ou étranger, me paraît savant, ou n'importe qui. Les jeunes hommes qui s'attachent à moi spontanément prennent plaisir à voir les gens soumis à cet examen et souvent veulent m'imiter. Donc il a des personnes qui veulent pratiquer le dialogue socratique comme lui. Si quelqu'un désire m'écouter quand je parle, je n'en refuse le droit à personne. Donc c'est quand il a ses assemblées. Je suis à la disposition du pauvre comme du riche, sans distinction, pour qu'ils m'interrogent, ou s'ils le préfèrent, pour que je les questionne et qu'ils écoutent ce que j'ai à dire. Voilà. Donc il a tout un groupe autour de lui. En réalité, ce groupe devait être beaucoup plus important que ce qu'on imagine, et il y a des personnes d'un certain niveau qui viennent l'écouter. En réalité, Socrate était un personnage connu, on pourrait même dire très connu. Il avait une grande notoriété. Et donc, il y a des philosophes d'autres courants qui viennent écouter Socrate. On sait qu'il y a des pythagoriciens qui sont venus. Certains sont connus nommément. Il y a des éléates, des Élés, Parménide d'Élée, et donc un certain nombre de personnes. Et puis, il a des disciples qui sont plus identifiés. Alors, on a Xénophon. Alors, la rencontre de Socrate avec Xénophon, c'est que Socrate est sur un marché, alors il regarde toujours un petit peu à qui il va poser des questions, et il voit Xénophon, et Xénophon était très beau. Socrate était très laid, mais Xénophon était très beau. Il s'arrête devant Xénophon, il dit « Ah, voilà, ce garçon doit avoir quelque chose. » Et il avait un bâton, Socrate, et il lui barre la route. « Arrête-toi. » Et il lui dit « Xénophon, où achète-t-on les choses nécessaires à la vie ?» Xénophon dit là, sur le marché. Voilà. Mais, dit Socrate, pour devenir un honnête homme, ce qui est nécessaire à la vie, pour devenir un honnête homme, où faut-il aller? Xénophon dit je ne sais pas. Socrate dit écoute, c'est simple, suis-moi. Et c'est comme ça que Xénophon est devenu le disciple de Socrate. Alors, il y a une autre anecdote qui est racontée par Diogène Laërce, c'est la rencontre de Socrate avec Platon. Socrate fait un rêve, une nuit, et il voit une espèce de petit cygne qui se pose sur ses genoux, un bébé cygne. Et puis, dans son rêve, il voit des ailes qui poussent, et voilà, il a le cou qui grandit, ça devient un cygne majestueux. Et puis, ce cygne, tout à coup, s'envole et disparaît dans les airs. Donc, le lendemain, il raconte à ses amis son rêve, c'est quand même très, très étrange. Et dans la journée, tout à coup, il va rencontrer Platon, et là, il dit « Voilà le signe dont j'ai rêvé cette nuit. » C'est beau, n'est-ce pas? Alors, parmi tous ses disciples,
beaucoup vont faire école, et c'est pour ça qu'on va les appeler les socratiques. Nous allons avoir Aristippe de Cyrène, dont j'ai parlé aussi un petit peu. C'est le premier des hédonistes. C'est lui qui va fonder une école qui donnera naissance ensuite à l'épicurisme, dont on va parler. Donc, à celui pour qui l'art de vivre consiste à tirer le meilleur parti de la situation. On a Euclide de Mégare, qui va fonder l'école des Mégariques, qui lui va en fait accueillir Platon quand Platon va être obligé de fuir Athènes après la mort de Socrate, parce qu'il y a une espèce de purge aussi. Bon. On a Antisthène, dont j'ai parlé également, le cynique, qui lui va retenir de Socrate plutôt l'austérité, ce côté un peu ascétique, et qui va donc influencer le stoïcisme, et bien sûr Platon, dont on parlera la prochaine fois, qui va initier tout ce courant qui va durer des siècles et des siècles, qu'on appelle le platonisme. Alors en général, on les différencie entre les petits socratiques, ceux qui ont été moins importants, c'est-à-dire les mégariques, les cyrénaïques et les cyniques, et les socratiques, on ne dit pas les grands socratiques, les socratiques, incarnés notamment par l'Académie de Platon et le lycée d'Aristote. Alors vous voyez que ce qui est très frappant, c'est qu'il va y avoir beaucoup de courants qui vont se réclamer de Socrate, mais qu'en fait Socrate, ce n'est pas vraiment un label. On ne peut pas dire qu'il est socratique parce qu'il pense ça, parce qu'on voit qu'il pense quand même des choses assez différentes, et on va les explorer aussi dans d'autres cycles, voire des choses extrêmement opposées. Donc, socratique, c'est plutôt un hommage, voilà, un hommage au maître. C'est pas une appellation d'origine contrôlée, mais c'est plutôt voilà, un label qui permet de donner une certaine appartenance, de se référer à ce lien avec Socrate, peut-être de se donner une certaine légitimité, mais on va voir que les écoles de philosophie peuvent se combattre quelquefois très durement les unes avec les autres.